18-19, l'invité. Et notre invitée ce soir est une grande footballeuse, autant par le talent que par la taille. Bonsoir Wendy Renard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans les studios RCF à Lyon. Vous êtes capitaine de l'Olympique lyonnais féminin, vous comptez 118 sélections en équipe de France et vous avez un palmarès assez incroyable, peut-être l'un des meilleurs au monde, 13 titres de champion de France avec l'OL, le seul club que vous avez connu en professionnel, 8 Coupes de France et 6 Ligues des Champions, la compétition européenne. Et puis à titre individuel aussi, vous avez été récompensé, on va citer le titre de meilleure joueuse de l'année 2019, c'était par France Football. Vous faites partie aussi depuis quelques jours du classement des 30 qui font le foot français, une liste établie par le journal L'Équipe. Alors on vous reçoit aujourd'hui Wendy Renard car vous racontez votre parcours, votre vie dans un livre qui est sorti il y a un mois. Il s'appelle Mon étoile, une autobiographie publiée chez Talent Sport. Alors avant de parler du livre, une question d'actualité personnelle. Vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux il y a quelques jours car vous avez perdu des trophées, notamment France Football et The Best, le titre de meilleure joueuse du monde. Ces trophées, vous les avez perdus avec une valise oubliée dans un TGV. Vous avez lancé un appel pour les retrouver. Est-ce que vous les avez retrouvés ? Non, pour l'instant, non. Maintenant, j'ai fait, comme je l'ai dit, le nécessaire de mon côté. Et j'espère, encore une fois, que la SNCF vont m'aider pour faire une enquête peut-être interne pour essayer de retrouver, tout simplement. Vous avez bon espoir de les retrouver ou vous avez déjà fait une j'espère bien. J'espère bien. Après, comme je l'ai dit, c'est un beau trophée, donc je peux comprendre qu'on ait envie de le regarder, mais de le garder à la maison. Mais il m'appartient. Donc après, c'est de ma faute d'avoir oublié la valise, mais je pense que on a retrouvé la valise, on a retrouvé le trophée à France Football, mais celui de The Best, il est pas dedans. Donc c'est qu'on a pris le temps de fouiller dedans. Au-delà de cette perte, qu'est-ce que les trophées, de façon générale, représentent pour vous ? C'est un peu votre tableau de médailles, c'est aussi important que les titres collectifs ? Je pense pas qu'ils sont aussi importants que les titres collectifs, mais en tout cas, ils sont importants parce que c'est beaucoup d'heures de travail et aussi c'est une vraie reconnaissance de votre boulot, à titre personnel, de vos prestations aussi. Donc oui, ça fait toujours plaisir. Après, les trophées qu'on gagne collectivement sont beaucoup plus beaux et parce que, comme je le dis à chaque fois, on galère ensemble. Quand on commence la saison, on a 0 titre. Et à la fin, quand on se saute dessus de joie, même de pleurs par moment, c'est merveilleux. Ce sont des émotions qu'on kiffe et qu'on rêve à chaque fois qu'on a envie de regoûter à chaque saison. Et ces émotions, vous en avez vécu pas mal dans votre carrière déjà. Vous avez 29 ans, mais vous sortez déjà une autobiographie. Mon étoile, on va parler du titre dans quelques instants, mais déjà sortir une autobiographie à 29 ans, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Pourquoi avoir sorti ce livre ? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règlement qui dit il faut sortir à tel âge. Je pense que à partir du moment où on a envie et on se sent capable et on a des choses à raconter, surtout des choses qui peuvent aider les plus jeunes ou même les grandes personnes. Tout est possible. Après, ça m'a été proposé. C'est pas moi qui ai fait le pas. Ce sont plusieurs éditeurs qui sont venus à moi. D'ailleurs, là, j'étais très surprise par rapport à ça. Mais après, la question s'est posée et j'ai dit, allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message justement peut-être à la jeunesse avec ce livre ? De toujours croire en soi, en fait, de travailler, que rien n'est facile, qu'on ait envie de devenir avocat, footballeur, kiné, même ostéopathe, tout est possible. Il y aura toujours des moments compliqués, mais il n'y a pas de métier facile. Donc, faut s'accrocher, faut croire en soi et puis surtout, ne pas laisser personne, ne laisser personne vous va dire détourner de votre route et de votre ligne de conduite. En fait, c'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et il faut se donner les moyens. Après, bien sûr, comme je viens de le dire, il y a des moments c'est compliqué, mais on réussit pas sans parcours facile. Donc c'est la vie. Et effectivement, tous ces hauts et ces bas, vous les racontez, sauf fausse pudeur. Vous racontez aussi les difficultés. Alors le livre s'ouvre sur la dernière Coupe du Monde féminine en France, à domicile. À l'été dernier, on vous avait reçu plusieurs mois auparavant à ce micro. Là, ça y est, ça a eu lieu. Un tournoi où là aussi, vous avez connu des hauts et des bas. Vous marquez 4 buts au total, dont un doublé, comme Zidane, vous le dites dans le livre, doublé sur corner de chaque côté. Et puis, le match d'après, un but contre votre camp
choquant, un peu inexplicable. De ce tournoi, qu'est-ce que vous en avez retiré d'abord sur le plan personnel ? Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Encore une fois, le haut niveau, c'est la concentration. Le haut niveau, c'est des détails. Et le haut niveau ne pardonne pas, tout simplement. On apprend à tout âge la régularité, la concentration. Il y a des enseignements positifs à retirer, mais aussi il y a des enseignements à corriger. Donc voilà mon autobiographie. Mon autocritique, je l'ai faite direct après la Coupe du Monde. Je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux, à l'image, je pense, de toute l'équipe. Mais après, voilà, c'est comme ça. Ça s'est joué à très peu de choses. Mais le très peu de choses, les États-Unis, ça fait des années où elles l'ont, donc, parce qu'elles sont tenantes du titre et elles ont encore gagné le trophée. Donc c'était défaite en quart de finale au Parc des Princes contre les États-Unis, 2-1. Le but d'ailleurs, c'était vous qui l'aviez marqué. Ouais, donc après, c'est à nous de continuer à travailler et pour espérer gommer des erreurs, des défauts. Et puis, essayer de prendre le maximum en expérience et en maturité sur des phases de jeu. Ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y a eu un engouement du public assez phénoménal. Ouais. Cette Coupe du Monde, elle a changé l'image du foot féminin en France, incontestablement. Je pense, oui. Je pense, parce que franchement, avant la Coupe du Monde, si on nous avait dit, quand on regarde le chiffre aujourd'hui après, les chiffres, les droits TV, etc. Si on nous avait dit ça avant la Coupe du Monde, on aurait signé, je pense, de suite. Maintenant, voilà, le quotidien, c'est le championnat. Et après, faudrait que ça suive aussi de ce côté-là. Mais c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et sur le plan émotionnel, c'était fort. Même les Marseillaises... même pendant les matchs, etc., le soutien qu'on a reçu, c'était fort. Donc, c'est un moment que j'ai jamais vécu, en fait. Et c'était beau à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude des gens a changé autour de vous encore plus avec cette Coupe du Monde ? De plus en plus, ouais. Tu es forcément plus reconnu dans la rue. Et les gens, ils vous félicitent encore plus. Non, ça fait plaisir. Ça démontre qu'ils ont suivi et qu'ils ont été surtout derrière l'équipe de France. Mais c'est le plus important. Souvent, on déplore parfois que le foot est devenu un business. Avec l'équipe de France féminine, on a eu l'impression par moment de retrouver une forme de fraîcheur, de revenir un peu aux origines du foot. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi ? Je suis pas de l'autre côté, donc c'est difficile. Après, nous, c'est vrai que souvent, il y a les gens qui nous disent, quand ils nous arrêtent, que ça change du foot masculin, etc. Et souvent, je réponds la même chose, c'est que voilà, il y a tellement d'enjeux du côté du foot masculin que par moment, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Donc après, nous, nous sommes des femmes, et peut-être que le côté un peu plus, esthétique, ça change un peu, mais après, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin et on sait encore une fois d'où on part, parce qu'il y a encore 10 ans, on n'était pas connus. Et si on passait comme ça à la télé, on a fait un TF1, donc c'est pas rien. Donc ça démontre que l'évolution, on est en train de franchir des étapes d'année en année, de compétition en compétition. Maintenant, il faut aussi que les résultats suivent, et pour ça, il faudrait qu'on réussisse à passer ce cap d'écart. Vous restez avec nous, Wendy Renard. On va continuer à parler de votre autobiographie Mon Étoile, sortie chez Talent Sport. Mais pour l'heure, il est 18h30 et c'est l'heure du journal régional. On se retrouve dans une douzaine de minutes. À tout à l'heure. 18-19, l'invité. Et notre invitée ce soir, c'est la footballeuse Wendy Renard, capitaine de l'Olympique Lyonnais féminin, 118 sélections en équipe de France. Et je m'arrête là pour le palmarès. Wendy Renard, on vous reçoit ce soir parce que vous sortez cette autobiographie Mon Étoile chez Talent Sport. Mon Étoile, c'est votre père, Georges, qui est mort quand vous aviez l'âge de 8 ans. Ce livre, vous l'intitulez comme ça pour lui. Comment est-il présent encore aujourd'hui dans votre vie ? Tous les jours. Tous les jours, je l'ai dit, il n'est pas là physiquement, mais son âme est là. Et c'est pour ça, je pense que c'est un bon clin d'œil, parce qu'en plus, c'est ma mère qui a trouvé le titre. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, tout le monde est concerné, tout le monde a sa part dans ce livre, et surtout dans ma vie, parce que ce sont mes parents et encore plus mon papa. Donc, je l'ai dit, il n'est pas là physiquement, mais pour moi, il est encore là. Donc, c'est un bon clin d'œil pour lui. Après, je le prends aussi différemment. Ça peut être les différents titres aussi que j'ai gagnés. Ce sont des étoiles que
que je suis, mais le plus important, c'est mon papa. Ouais. Sur la page de couverture, vous montrez le doigt vers le ciel, vous regardez vers le ciel, un peu comme à chaque Marseillaise. C'est ça. C'est à lui que vous pensez à ce moment-là? Oui, tout le temps, oui. Parce que c'était un moment où il pleurait tout vent, donc voilà, il sait qu'on est connectés tous les deux et c'est son moment à lui, donc il me donne la force, comme j'ai dit, il est là et je sais que je peux compter sur lui. Perdre l'un de ses parents tôt, c'est pas forcément quelque chose auquel on est préparé, évidemment, auquel on s'attend quand on est enfant. Comment cette épreuve vous a forgé? Elle vous a forcément apporté une maturité très tôt. Comment ça vous a forgé? Je pense que en termes de maturité, vous l'avez si bien dit, hein, j'ai grandi, j'ai tout de suite compris que la vie n'était pas facile et qu'on pouvait pas tout le temps compter sur papa et maman. La preuve, parce que j'avais mon père en face de moi couché dans un cercueil. Donc après, voilà, mon père, on a eu des discussions avant sa mort et tout de suite j'ai compris que il fallait prendre sa vie en main en fait. Après c'est peut-être de le dire aujourd'hui, c'est peut-être ça va paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais à 8 ans, c'est pas des discussions qu'on peut avoir avec son père, surtout on parle de la mort, etc. Mais c'est des choses qui sont réelles et qui vous font grandir. Après, j'ai tout de suite essayé de positiver, comme j'ai dit. Et je sais que son âme, je l'ai dit, physiquement, il est pas là, mais son âme, il a toujours été auprès de nous, donc il nous a jamais lâchés. Donc après, voilà, c'est pour ça, j'oublierai jamais. Cette épreuve, vous l'avez dépassée aussi grâce à votre foi. Vous en parlez à plusieurs reprises dans ce livre. Vous dites « J'ai une foi inébranlable en Dieu, je suis très croyante ». Qu'est-ce que ça vous apporte la foi au quotidien? C'est mon équilibre en fait, c'est ma force. C'est le patron, c'est pour moi, il est là-haut, c'est celui que j'ai peur le plus. Donc après, ouais, ma foi, c'est depuis toute petite avec ma mère et mon papa, on était baignés dedans avec ma grande sœur, même encore, avec mes grandes sœurs. Et aujourd'hui, ça continue en fait. Donc voilà, tous les jours, je le remercie parce il y a des gens qui sont sur le lit de l'hôpital entre la vie et la mort, qui galèrent, qui ne mangent pas à leur faim. Et il me permet de me lever le matin, d'être en bonne santé et de passer une bonne journée, de faire ce que j'aime. Donc ça, il n'y a pas de... à jamais, en fait, tu ne peux que remercier et lui dire de continuer à me protéger, à me guider. Vous écrivez je suis bien capable de me lever à 5h du matin pour prendre un avion pour partir en vacances, donc je pourrais bien me lever chaque dimanche matin pour aller à la messe. Bien sûr. Vous y allez tous les dimanches? Dès que je peux, oui, j'y vais. Parce que c'est vrai que des fois on joue le dimanche, donc quand on a rendez-vous, c'est un peu plus galère, ou je peux aller le samedi soir. Mais au moins un week-end sur 2, je suis à la messe. Cette fois, comment elle vous porte dans le monde du sport? Je pense notamment à certains sportifs qui affichent leur foi. Vous, c'est quelque chose que vous affichez ou plutôt dans votre fort intérieur? C'est naturel en fait. Je cherche pas à afficher ou quoi que ce soit. C'est naturel. Je rentre sur le terrain, je demande la protection. C'est comme ça. Comme je l'ai dit, depuis toute petite, on a été baignés dedans. Et aujourd'hui, ça me suit. Souvent, on a tendance quand on réussit à un peu oublier tout ce qu'il y a à côté. Et quand on est un peu dans le dur, c'est là où on se remet à prier. Pour moi, c'est tous les jours que ça aille bien ou pas. C'est encore plus. Il faut rester dans la prière parce que pour moi, je le dis personnellement, c'est une aide. Et surtout un équilibre et la foi, en fait, ça me guide, ça me permet d'être moi-même et de savoir surtout d'où je pars et de garder les pieds sur terre parce que j'ai connu pas mal de choses et aujourd'hui, je pense que par moments, il m'a démontré qu'il était là, quoi. Donc, je peux pas lâcher. Vous avez grandi au Prêcheur, c'est un village de Martinique, Wendy Renard, et vous avez évolué très tôt dans un univers masculin. Vous étiez à la première dans votre village, puis ensuite dans la section martiniquaise de sélection, on va dire. Vous étiez la seule fille. Comment là encore ça a eu une influence sur votre caractère peut-être ou sur la façon de vous imposer dans ce sport si masculin? C'est ça, j'ai dû m'imposer très jeune. Voilà, ça te permet de voir le foot, déjà d'aller plus vite dans les contrôles,
de t'imposer physiquement et aussi de par ton caractère, savoir dire oui, savoir dire non, ne pas être timide en fait. Donc après tu grandis dans un milieu masculin, j'ai pas du tout eu de problème avec les gars, au contraire. Ils ont toujours été là derrière moi à me soutenir, à me pousser, même quand j'étais avec les plus grands. Et ça s'est super bien passé. Donc non, je le dis, ça physiquement t'es obligé de t'imposer et même par la parole. Donc je pense qu'en termes de caractère, il y a pas mieux pour moi. Vous avez hésité entre plusieurs sports, puisqu'il y avait notamment le handball, mais pas que. Il y a plusieurs témoignages dans votre livre qui disent que finalement vous auriez pu être une sportive talentueuse dans n'importe quel sport. Pourquoi le foot finalement, vous l'avez choisi ? Parce que j'ai commencé très jeune avec les garçons et je pense que j'avais déjà une certaine avance, surtout par rapport au football féminin qui n'était pas trop développé en Martinique à l'époque. Donc j'avais déjà une certaine avance et aussi mes qualités, c'est là où je les exprimais le mieux. Donc et c'est un cousin aussi, il m'a dit parce que moi le hand je kiffe et un jour il m'a arrêté, il m'a dit non c'est pas possible, tu vas déposer tes affaires du hand et tu vas me chercher tes crampons, on a match cet après-midi. Donc et c'est parti de là. Donc après j'ai dû faire un choix, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie. Et il fallait que je canalise tout ça et que je dépense surtout. C'était un dimanche matin, vous le racontez dans ce livre où vous vouliez faire les deux et votre cousin vous a dit non. Il m'a mis un stop. Là, il faudra choisir et ça a été le foot. Ensuite, direction Clairefontaine où vous passez des sélections que vous ratez. Et quelques jours plus tard, 2 coups de téléphone plus tard, vous vous retrouvez à Lyon. Et là, c'est le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, Lyon, c'est votre ville. Vous avez plusieurs fois failli la quitter pour des raisons professionnelles, mais finalement vous êtes toujours là. C'est ça. Vous allez rester à Lyon toute votre carrière ? Ça, je sais pas, parce que à 2 reprises j'ai déjà essayé de partir. Après, je suis reconnaissante en fait. Je ne crache pas dans la soupe parce que si je suis là et si je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, j'en dois beaucoup au club, au président. Et aussi aux différents coachs que j'ai eu, mais surtout Farid Benstiti. Donc j'oublie pas en fait. Donc après, bien sûr, je l'ai toujours dit, l'OL c'est une très grande équipe. On continue de gagner des titres, je continue moi personnellement de progresser d'année en année. Donc je vais pas partir pour partir, mais c'est sûr que il y a des championnats aujourd'hui qui m'intéressent. Et après on verra, mais avec beaucoup de discussions et entre quatre yeux, on pourra peut-être trouver un accord. Mais après, pour l'instant, la question n'est pas là et on a surtout une deuxième partie de saison à gagner et surtout aller chercher encore des trophées. Donc après, on verra en fin de saison. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, témoigne dans votre livre. Il dit elle va nous faire une carrière à la Paolo Maldini. C'est ce qu'il dit, qui est resté toute sa carrière au Milan AC. Comment ça vous fait réagir ? Déjà c'est un joueur que j'aimais, donc c'est déjà défenseur lui aussi, un comme vous. Défenseur, donc c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il y avait beaucoup de classe, donc après oui, ça fait plaisir. Donc ça démontre aussi je peux dire le respect qu'il a envers moi et surtout je peux dire l'amour aussi, parce que je suis arrivé très jeune, j'ai rencontré de belles personnes au club. Jusqu'à présent, on est encore en contact et on échange beaucoup. Et le président, d'année en année, j'ai appris aussi à le connaître. Parce que quand j'étais très jeune, il y avait très peu de discussions, parce que j'étais quelqu'un aussi de très réservé. Et lui, on n'avait pas souvent l'occasion, parce que j'étais pas cadre de l'équipe à l'époque. Mais d'année en année, j'ai appris à connaître l'homme et aussi le businessman aujourd'hui qu'il est. Donc ça fait plaisir de l'entendre dire ça. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc ça se trouve l'année prochaine ou dans 2 ans, je serai pas à l'OL. Donc on verra. En tout cas, il a tenu à vous faire rester dès le début, puisque tout s'est joué dans un mariage. Je laisse les lecteurs découvrir ce chapitre consacré à votre premier contrat avec Jean-Michel Aulas. C'est dans ce livre Mon Étoile. Merci beaucoup Wendy Renard d'avoir été notre invitée. Pour 2020, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Vous allez fêter vos 30 ans ? Oui, c'est une année importante. On approche la trentaine, ça fait bizarre même d'ailleurs, de me dire que je suis arrivé à 16 ans et je suis sur la trentaine.
Donc les années sont bien passées, mais encore une fois, voilà, la santé, c'est le plus important, surtout quand on est sportif de haut niveau, mais encore plus dans la vie de tous les jours. Mais après, gagner des trophées et puis le bonheur, la joie, parce que la vie elle va vite et il faut profiter, il faut savourer et qu'on arrête de se prendre la tête pour rien, quoi, tout simplement. Eh ben merci en tout cas d'avoir été au micro du 18-19 régional. Mon étoile, c'est sorti chez Talent Sport et c'est votre autobiographie, Wendy Renard. Merci à vous. Merci d'avoir été au micro RCF.